Merci à tous, merci d'être présents, merci au CPA pour l'invitation et pour une fois en tout cas donner la voix aux entrepreneurs. Parce que je trouve que mon témoignage en tout cas va revenir dessus. Je pense que souvent quand on discute de mesures d'accompagnement, très souvent les acteurs qui vont bénéficier des mesures sont exclus des discussions. Donc pour une fois qu'on fait venir des entrepreneurs pour échanger, c'est intéressant. Du coup, je ne sais pas si je dois témoigner en tant qu'entrepreneur ou en tant que responsable de réseau, parce que le témoignage de mes pairs m'a beaucoup interpellé. Je me suis retrouvé en tout cas dans tous les témoignages. Pourquoi? Parce que il y a 5 ans, j'étais ingénieur pour un grand groupe de l'énergie et j'ai voulu me lancer. Pourquoi? Parce que j'aime toujours le dire, mon N+1 était directeur commercial de la boîte, il avait 50 ans à peu près, retraite à 62 ans, donc j'avais 12 ans devant moi pour espérer passer au-delà. Et j'arrive à un point de ma jeune vie et je me dis j'aimerais entreprendre. Je lance un cabinet de conseil en intelligence économique avec 2 associés. On est en 2015, on le lance à Abidjan, on accompagne un certain nombre d'acteurs, notamment de bailleurs de fonds à l'époque. En 2016, comment s'appelait-il? Notamment le Fonds mondial. Non, le cabinet. Ah, Innogence Consulting, le cabinet. Ça s'appelle Innogence Consulting, créé à Abidjan en 2015. On le crée en 2016, et quand on le crée en 2016, c'est parce qu'à l'époque, l'ancien président Hollande, avait initié certaines mesures pour favoriser l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, bon, je quitte mon boulot, je me lance. Et c'est là où je rencontre certaines véritables problématiques. La première, on ne l'adresse pas souvent. On n'arrive pas à changer mon statut administratif déjà. Première difficulté. Et pour quelqu'un comme moi qui fait du conseil entre la France et l'Afrique, je ne peux pas sortir du territoire. Donc, première difficulté, comment est-ce que je me finance? Je n'ai pas de réseau. Je viens d'un milieu très très fermé qui est celui du nucléaire. Je ne voulais pas retourner dedans parce que c'était un truc. Je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de financement, je n'ai strictement rien. Comment est-ce que je fais? Et le coordinateur l'a dit en introduction, c'est difficile de financer. Aujourd'hui, il y a très peu de financement pour des entrepreneurs et d'accompagnement même entre la France et l'Afrique. Donc il n'y avait quasiment rien, comme l'a dit tous les intervenants avant, et c'est pour ça que j'étais très content de l'entendre, il n'y avait rien pour accompagner des profils comme moi. Et donc je me suis dit, je ne dois pas être le seul à vivre cela. J'ai rencontré quelques de mes pairs, entrepreneurs aussi de la diaspora, et on s'est dit, ok, à nous, s'il n'y a pas de plateforme pour échanger ces problématiques-là, on ne peut pas toujours attendre des autres de faire. Il faut que nous soyons force de proposition, qu'on crée une plateforme où on va pouvoir référencer nos problématiques à nous, voir comment les adresser déjà à notre petite échelle et ensuite demander le soutien nécessaire pour pouvoir passer à l'échelle. C'est comme ça qu'est né le REDA, sur ce constat-là en 2016, fin 2016, début 2017. Donc on crée le REDA comme ça, avec une vision très panafricaine dès le début. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le témoignage du CEO de Benou, qui disait on peut fantasmer sur l'arbre où on est parti, mais à la fin de la journée, si l'arbre à côté a une meilleure opportunité, pourquoi ne pas y aller? Moi, je suis Camerounais, je suis à ma 2e entreprise en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison pour lesquelles Douglas, qui est, je crois, Camerounais aussi, son premier pays, c'est le Congo-Brazza. Donc aujourd'hui, on a une diaspora qui ne regarde plus uniquement de « je suis quitté d'une case, je retourne à la case où je suis quitté ». Non, quand je suis à Paris, je regarde les opportunités. Si l'opportunité est à Shanghai, je vais à Shanghai. Si c'est à Tambacounda, je vais à Tambacounda. Et donc pour nous, on s'est dit, on va avoir cette vision, cette approche très panafricaine dès le départ, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un réseau d'une trentaine de membres, 14 pays de la diaspora directement. Et le but pour nous, c'est de, comme vous l'avez dit, mutualiser et s'entraider. Donc mutualiser, c'est quoi? On a des experts au sein du réseau, typiquement des avocats, qui vont animer des ateliers de renforcement de capacité en management, en pilotage comptable d'une entreprise. C'est des problématiques que nous, en tant qu'entrepreneurs, je veux dire, quand on se lance dans le carité, on est peut-être ingénieur en informatique, on n'a souvent pas de compétences en comptabilité. Pareil pour les contrats commerciaux. Ibou en parlait. Je vais discuter avec une chaîne de distribution. Comment est-ce que je rédige mon contrat commercial? Et donc aujourd'hui, on a agrégé au sein du réseau des experts qui permettent de renforcer les capacités de ces entrepreneurs-là, qui sont déjà des experts souvent dans leur domaine dans lequel ils entreprennent, mais on veut pouvoir les amener à passer à une étape supérieure. Et réseau normal, on mutualise les carnets d'adresses. Personnellement, je suis dans le B2B, j'accompagne beaucoup de grands groupes français, je préfère ne pas les citer, sur leurs activités sur le continent. Clairement, si demain j'ai un membre du réseau qui a besoin d'ouvrir
une nouvelle débouchée dans un pays et que je me rends compte que dans mon carnet d'adresse, je peux le mettre en relation avec une entreprise, c'est ce qu'on fait. Tout le monde le fait et on partage comme ça, en tout cas, nos différents réseaux. Troisième chose qu'on fait en tant que réseau, c'est des missions de plaidoyer. Et pour cela, on rencontre énormément de décideurs politiques. En anglais, on dit policy makers, c'est peut-être plus le terme anglais peut-être mieux calé pour ça. Pour mener des actions de plaidoyer parce que le principe, c'est on se rend compte qu'il y a plusieurs blocages qui peuvent être levés s'il y a un minimum d'engagement politique. On ne demande pas énormément, mais il y a plusieurs petits micro-blocages. On demande à la diaspora d'entreprendre, c'est bien, mais il y a encore des blocages qui empêchent cette diaspora-là, un salarié de la diaspora aujourd'hui qui n'est pas de nationalité française, c'est encore difficile pour lui d'entreprendre. Je veux dire, il faut qu'on se dise les vérités. Je discutais avec un ami hier, lors la dernière rencontre à Bordeaux, qui me dit quand il crée son entreprise, il reçoit un retour du tribunal de commerce lui disant il ne peut pas avoir plus de 25% du capital de son entreprise. C'est des réalités. Et aujourd'hui, nous, on veut mener des actions auprès des décideurs politiques pour leur dire vous nous demandez d'entreprendre, de créer de la valeur ici et là-bas. OK, on veut le faire, mais donnez-nous les moyens. Comme je dis toujours, je ne demande pas d'argent. Je demande juste de lever les blocages pour nous permettre de faire ce qu'on nous demandait de faire. Le dernier pilier sur lequel on va jouer, effectivement, et je sais qu'on va en parler dans le panel d'après, on s'est dit, on ne peut pas demander aux gens d'investir dans la diaspora, d'investir en Afrique, sans nous-mêmes montrer l'exemple. C'est impossible. Je veux dire, je ne peux pas venir vous vanter les mérites du Cameroun sans vous montrer où moi-même, en tant que Camerounais, j'ai mis de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, OK, on va se mettre ensemble, on va monter un petit véhicule d'investissement, chose qu'on a fait. On a réussi à le faire en 6 mois, montre en main. On l'a mis sur pied. Aujourd'hui, on a fait les premiers investissements, tout sorti du confinement. On est à 3 investissements aujourd'hui sur des projets autant de la diaspora que sur le continent, sur des secteurs fintech, transformation agricole, transformation élevage agricole au Cameroun, en France, en Ouganda. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on veut montrer aux gens que c'est possible, que la diaspora, ce n'est pas que les transferts de fonds, ce n'est pas que, comme un commentateur l'a dit, ce n'est pas que des violeurs, des agresseurs, mais c'est d'abord des personnes comme Douglas, comme Ibou, comme Aboubakar, comme toutes ces personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui ont de l'expertise, qui ont des ressources et qui veulent pouvoir, en tout cas, contribuer au narratif du développement du continent. Et c'est ce que nous, en tant que réseau, en tout cas, on veut pouvoir amplifier.